Bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue à la prescription avec Dr Fred Lambert, j'espère que vous allez bien. Pour les initiés, alors tout d'abord, écoutez, bienvenue dans cette émission culturelle, on pourrait dire ainsi, des échanges avec des artistes de tous les milieux, allant du cinéma à l'art visuel, ou à la musique, ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et avec ces gens, nous discutons de démarches, de tout et de rien, pour finalement aboutir à une prescription de la part de l'invité qui va me donner des œuvres qui ont été marquantes pour eux et qui pourraient peut-être l'être pour vous. Alors, c'est simple comme ça. Je vous encourage évidemment à vous abonner sur notre page Instagram, notre page Facebook, aussi, ou encore tout simplement sur Spotify, Apple Podcasts. Vous abonner. Vous pouvez même faire une petite évaluation, dire que vous appréciez l'émission, serait très apprécié. Alors voilà, aujourd'hui, un ami que je vois pas assez souvent, hélas. On est très occupés l'un et l'autre. Et j'ai eu la chance de collaborer à quelques reprises avec lui. C'est quelqu'un d'extrêmement créatif. C'est quelqu'un d'amusant, quand même, faut le dire. Et j'étais heureux de prendre le temps de discuter avec lui. Et c'est le musicien Joseph Marchand. Compositeur, arrangeur et guitariste, Joseph Marchand affirme sa présence sur la scène musicale depuis 1997. À la réalisation, il travaille d'abord avec Ariane Moffat sur Aquanaut en 2003 et remporte le Félix du réalisateur de disque de l'année. En plus de partager la scène avec Ariane et Safia Nolin en tournée, il accompagne Pierre Lapointe et Berries aussi bien en studio qu'en spectacle. Membre fondateur du duo Forêt, il signe la réalisation de leur album éponyme en 2013 et obtient 2 nominations pour les Félix de la Révélation de l'année et l'album alternatif de l'année 2014. Joseph Marchand signe la musique originale de production audiovisuelle. Au petit écran, il dévoile une autre facette de sa musique à titre de compositeur à l'image pour Les Simones, 30 Vies et l'écrivain public sur Tout.tv. Mafia Inc., Trauma, Bébéatrice, sans compter plusieurs documentaires, émissions et publicités. Aux côtés de l'animatrice Penelope McQuaid, il occupe le rôle de directeur musical à l'émission Les Échangistes de Radio-Canada de 2017 à 2018. Il a aussi occupé le poste de directeur musical au Gala des Prix Gémeaux en 2018. Depuis maintenant plus de 4 ans, Joseph Marchand embrasse le rôle d'auteur, compositeur, interprète et s'attelle minutieusement à la conception de son projet musical solo. Il a fait paraître son premier album éponyme le 19 mars 2021 sur l'étiquette Costume Record. Voici ma conversation avec Joseph Marchand. Joseph Marchand, voilà. Moi ça. Hey, buddy. Hey. Tu t'entends, c'est bon? Oui, Parfait. c'est malade, j'adore ça. Écoute, je me suis amusé parce que avant que tu viennes, tu sais, je fais des petites recherches évidemment sur mes chers invités. Puis là, tu sais, tu fais Joseph Marchand bio. Voilà, j'écris Joseph Marchand bio, voir un peu qu'est-ce qui est présent. Première affaire qui est le fun, je trouvais un Joseph Marchand qui est né en 1803. Je sais, je pense que je l'ai déjà vu, lui. Tu l'as vu, lui, le prêtre catholique qui est allé au Vietnam, qui est mort en 1835, et que lui, il avait essayé de convertir. Les gens étaient vraiment pas contents de le voir. Il s'est réfugié contre avec une troupe qui se battait. En tout cas, il était impliqué dans une sorte de guerre étrange, et là ils l'ont pogné, ils l'ont torturé pour donner les informations concernant la gang qui le protégeait. Il a rien dit, il a pas renié ses racines chrétiennes, puis là ils l'ont tué, ils l'ont découpé en petits morceaux, puis ils l'ont répandu un peu partout dans l'eau pour qu'on n'ait plus aucune trace de lui. Qui c'est l'enfer. Ouais, donc ça c'est mon premier Joseph Marchand. Okay. Mon deuxième Joseph Marchand, lui aussi il est pas pire.
Joseph Marchand, compositeur. Ah, Puis là, bon. je fais, ça se rapproche un peu. Non. 1700. Dans les années 1700, Joseph Marchand, qui était musicien de chapelle à Versailles, il jouait, c'était un joueur de serpent de 1717 à 1733 pour la chambre du roi. Puis plus tard, il jouait de la basse de violon. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il y a des racines. Puis il était, fils de Pierre Marchand, encore un marchand. Un autre marchand. Mais là, Fred, je vais être obligé de casser cette bulle-là tout de suite. Tu le sais, je ne suis pas un vrai marchand. Je le sais. C'est pas mon... Non. Ça m'a déçu. Je suis un faux marchand. Puis là, je m'excuse déjà d'emblée à tous les marchands, les vrais marchands peut-être qui écoutent ton émission, Fred. Sûrement. Ils vont être déçus, ces gens-là? Non. Tu peux Non. l'avouer. Je vais l'avouer. Alors, mon grand-père était roumain et il s'est sauvé de la guerre, lui. Et il est venu ici. Et quand il a dit, en arrivant à New York, Mialcine, c'est son nom. Alors, je sais pas pourquoi ils ont écrit marchand sur ses papiers. Il était très content de ça. Et il est venu habiter au Québec. Et voilà. Donc, depuis, c'est ça, j'ai ça. Il a coupé avec sa culture. Mais c'est intéressant, cette affaire-là, parce que, tu sais, moi, je te connais comme un Joseph Marchand, mais même tu te présentes souvent, comme ça, on va dire ainsi. Presque tout le temps. Ton père, qu'on va parler d'ailleurs dans un instant, parce que je l'ai croisé il y a pas si longtemps. Il m'a dit ça. Ton père a repris son nom d'origine, si on peut dire ainsi. Mm-hmm. Toi, pour ta carrière solo, ton album solo que t'as fait, t'as repris ce nom-là. Ouais. Mais en même temps, tu le reprends pas vraiment dans le commun, dans la vie commune, dans tous les jours. Mais pourquoi? C'est-à-dire, même mon père, Gilles Mialcine, qui est un sculpteur, lui, sur ses papiers de Caisse populaire, c'est marchand. C'est marchand encore. Okay. C'est vraiment comme essayer de revenir à ça. Il en reste quelques-uns des Mialcine, des vrais au Québec, qui ont gardé, eux, qui sont nés, baptisés, tout ça, qui sont nés avec ce nom-là, mais je sais pas pourquoi, je pense que le grand-père voulait vraiment faire closer ça avec cette culture-là roumaine. Donc, il y a absolument rien passé de ça à ses enfants, ni le langage. Mais c'est ça, je dis, même le langage, ton père, rien du tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme, c'est quelque chose qui s'est arrêté avec lui, puis il a coupé ça, puis je pense que ça a fait son affaire d'avoir un autre nom, puis de commencer une nouvelle vie. Mais pour Gilles, autant que pour moi, c'est comme, ça représente quelque chose d'un peu surnaturel, quelque chose qui existe pas, mais qui est en même temps porteur de toutes sortes d'images. Mais on connaît rien de la Roumanie. J'allais une fois faire un show là-bas, mais tu sais, je veux dire... Quand t'es allé, est-ce que des fois, on a les gens qui vivent pas, je veux pas dire le déni, mais tu sais, qui ont cette culture-là lointaine, même si ça fait partie de leur sang, quand ils arrivent dans ce pays-là, même s'ils tu parles pas la langue, tout ça, mais tu sais, le contact, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Tu as ressenti quelque chose que tu dis, ok, ce sont les miens. ou pas pantoute. J'aurais aimé ça, mais non. Je l'ai pas senti. Mais j'ai été vraiment impressionné. Ça vraiment, je pense que c'est le voyage que j'ai fait où j'ai lu le plus un choc culturel. Tu sais, c'est juste de voir les années post-Ceausescu. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, c'est vrai. Fait que c'est une population qui a vécu des trucs vraiment, vraiment intenses. Il y a pas longtemps, des choses assez atroces qu'on ressentait, nous, quand on est allé faire ce show-là là-bas. On a vraiment il y a un climat assez tendu. Ouais. Mais j'ai des amis qui ont poursuivi le voyage à la campagne après et qui ont vraiment adoré ça, cette espèce de culture comme si c'était en 1940, là. C'est ce qu'ils m'ont dit, là, vraiment, là, tu sais, les cultures de fermiers, de terre et tout ça, qui ont vraiment aimé le voyage là-bas. Qui est un autre trip, qui est une autre... oui, vraiment. On l'oublie un peu, on est tellement centré sur nos vies qu'on pense que la façon qu'on est à Montréal, c'est partout pareil, là. C'est ça l'affaire. C'est nous autres qui vivent autrement. Eh boy, oui. On est dans un grand luxe. Ton père, c'est drôle parce que chaque fois que je le croise, on s'est croisé 3 fois, lui puis moi. À chaque fois qu'on se croise, on est toujours devant une œuvre d'art. Il faut dire que ça se pose à ça. Là, la première fois que je l'avais rencontré, c'était au Musée des Beaux-Arts. Puis c'était comme dans le temps de la COVID, on avait eu le droit à une petite visite privée de Nicolas Party. Puis il était là, puis moi, on s'était mis à discuter. C'était une belle conversation sur Ozias le Duc. Il y avait une espèce d'Ozias le Duc, puis on s'est mis à parler de ça, puis il me parlait de son travail, tout ça. Le temps passe, puis là, on se recroise à la levée de fonds de le bureau de la Poste, le 1700 La Poste, où est-ce que c'était une grosse soirée pour ramasser les sous. Moi, je faisais de la musique là. Lui, il était là avec tous les artistes qui ont d'ailleurs exposé à cet endroit. Avais-tu vu son expo? Oui, je l'avais vu. Ouais. J'étais allé, c'était super cool. J'étais allé avec mes enfants, en plus. Nice. Ouais, mais j'ai traîné mes enfants à la Poste. Souvent, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Vraiment, ouais. Et
Et là, juste avant de sortir, puis là, il y avait tellement de monde, j'avais pas pu vraiment parler à beaucoup de gens. Et juste avant de sortir, on se croise, puis là, on a commencé à parler. C'était vraiment intéressant. Ton père est vraiment une personne particulière. C'est comme drôle il y a des gens qui instantanément sont, ben c'est sûr c'est ton père, t'as pas la même relation, mais tu sais avec quelqu'un d'extérieur comme moi, qui instantanément sont comme profonds, tu sais, il est comme profond. Ouais, il y a comme une sagesse qui émane de lui instantanément. Oh non, je sais, c'est vraiment c'est quand même, tu sais, puis là on commence à parler, puis je dis comment allez-vous? Il fait ça va. Puis il dit je dis comment va le travail? Il dit ouais, justement le travail, hein, il dit qu'est-ce que je vais faire avec tous ces objets-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ces objets-là? J'étais là, wow, OK, on va aller là, on va là. Là, on a commencé à discuter un peu de ça, tu sais, sur le métier de sculpteur. Puis tu sais, puis il dit ça, puis on est entouré d'artistes et entouré d'art. Tu sais, tu peux pas avoir plus d'objets, justement, autour de nous à ce moment précis dans lequel on discute. Puis tu sais, il regardait tout ça autour de lui, puis il disait, ouais. Puis c'est sûr que ce regard-là, souvent, il vient avec un certain temps, une certaine sagesse, puis aussi le fait qu'il pratique son métier depuis si longtemps. Moi, je suis jeune, moi, ces objets-là, je les trouve le fun, je les trouve excitants, puis j'aime rêver de m'en procurer un, puis tout ça, puis là, lui, il avait tout ce regard-là, puis c'était vraiment passionnant. Puis là, j'y avais dit, il faut absolument qu'on y parle. Il était comme, vraiment, je suis d'intérêt, est-ce que vraiment, on devrait mettre un micro. Mais donc, il va venir. Oui, puis tu sais, oui, ça va être, c'est ça, non, c'est bien qu'ils viennent, puis, mais on est un peu là-dedans, lui puis moi, en ce moment, parce que, bon, il a 77 ans, tu sais. Mine de rien. On lui souhaite de se rendre le plus loin possible. Puis, tu sais, il fait encore du 9 à 5 à l'atelier, là. Tu sais, moi, j'habite en haut de son atelier, en fait. C'est comme ça. T'es sérieux? Ouais. OK. Ma maison. Ça fait longtemps? Ouais, ça fait 5 ans, peut-être. OK, je savais pas. Et puis, je le vois arriver à chaque matin, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, avec sa boîte à lunch, puis là, c'est ça qu'il fait dans la vie. Mais oui, gérer ça après qu'il soit parti. Puis c'est drôle, j'en ai parlé avec d'autres enfants d'artistes visuels, puis c'est vraiment un challenge, là. Non seulement le nombre de boîtes qu'il y a dans un entrepôt quelque part avec des numéros dessus, mettons, tu sais, gérer cet après-là, c'est un défi, puis il faut qu'on soit préparé à ça. Fait qu'on est un peu là-dedans, tu sais, on en parle, puis on dit, OK, comment? Puis comment est-ce que, puis de créer un système fonctionnel aussi avec ça, mais ça, j'ai appris, ça s'appelle un catalogue raisonné. Ouais, exactement. Les catalogues raisonnés qui sont extrêmement complexes. Tu vois, mettons, en ce moment, je sais que la famille Ferron, avec la galerie Simon Blais, évidemment, Simon Blais a l'exclusivité avec la famille Ferron sur toute l'œuvre de Marcel Ferron. On pense qu'on a tous vu l'œuvre de Marcel Ferron. Eh ben non, parce que la famille a encore des boîtes et elles en amènent une fois de temps en temps. Et là, je pense que et là, je m'avance peut-être, mais Simon Blais, je pense ils sont en période de répertorier le plus d'œuvres possible. C'est presque impossible parce qu'il y en a trop qui ont été laissés au large sans identification. Mais après, des fois, il y a eu aussi certaines périodes il y a longtemps où est-ce qu'il y a eu des faux qui circulaient. Ouais. Mais quand même, c'est quand même très réalisable de trouver les vrais. Mais c'est très complexe. C'est très complexe à suivre et là, il y en a c'est pas tout le monde qui était organisé dès le début, tu sais. Puis même la famille Riopel me fait rire là-dessus parce que, tu sais, Riopel, il y a des catalogues raisonnés tu peux les acheter, tu peux tous les observer. Mais même quand tu vas sur le site de la famille Riopel, ils disent encore, en passant, si vous avez une œuvre que vous pensez peut-être que c'est un Riopel, communiquez avec nous, on aimerait la voir, on aimerait ça, justement, identifier si c'en est une, parce qu'il y en a qui s'échappent, tu sais. Il y a de la productivité, il y a tellement de productivité, là, tu sais. Puis la sculpture, tu sais, moi j'ai parlé avec des gens qui géraient des peintures, mais la sculpture, il y a le problème de l'espace. Ça c'est un gros problème. On sait à quel point ça coûte cher l'espace. En ville, ici, mettons à Montréal, avoir de l'espace, c'est très coûteux. Mais là, de storer des sculptures qui font des fois 10-12 pieds de haut avec plusieurs morceaux dans des grosses boîtes, il y a ce problème-là aussi qui est quand même important. Ouais, puis Dieu sait où est-ce que ça peut se retrouver des fois. Tu sais, moi, il y a parce que je veux pas être très, j'espère que ton père écoutera pas ça, mais tu sais, un moment donné, il y avait, j'étais allé chez Ninon Gauthier. Oui, c'est ça, je pense. Ninon Gauthier qui était la deuxième femme de Marcel Barbeau. OK. Puis c'est elle qui s'occupe de tout le legs, tu sais, de la fondation Marcel Barbeau, c'est elle qui s'en occupe de ça. Puis moi, j'avais trouvé, en tout cas, je voulais faire identifier une œuvre de Barbeau que j'avais trouvée.
Puis en tout cas, c'était une longue aventure extraordinaire dans laquelle on a finalement réussi à trouver le titre, tout ça, grâce à un fonds d'archives, tout ça. Mais ce qu'elle me racontait, puis là, je disais que je venais de Joliette, puis elle me disait, tu sais, à Joliette, nous, on avait une magnifique sculpture de Marcel qui était une œuvre publique. Puis là, elle me l'explique. Je dis, mon Dieu, oui, en face, à côté de la rivière l'Assomption, le terrain, il y avait un petit terrain en face du musée des Beaux-Arts, du musée de Joliette, où elle dit, oui, j'ai dit, je me rappelle de ça, j'étais petit, je le voyais. Elle dit, à un moment donné, la ville a fait un ménage, puis en fait, ils savaient pas c'était même quoi, ils ont pris le tas de ferraille, ils l'ont expulsé, ils l'ont jeté, tu sais. Sans savoir c'était quoi, mais ça avait été mal protégé, ça avait été mal utilisé. Parfois, ça demande une rigueur assez pas pire là-dessus. Tu vois, moi, en ce moment, j'ai, avec un ami luthier assez âgé en ce moment, qui me demande, moi aussi, de, justement, peut-être faire une espèce, il est en train d'organiser un catalogue raisonné pour moi, pour que je puisse être comme directeur de ça quand il sera plus des nôtres. Ah oui, de répertorier ses instruments. Ouais, tous ces instruments sont numérotés à l'intérieur, de savoir où est-ce qu'ils sont rendus, puis que s'il y a une vente, une fois de temps en temps, dire, avez-vous toujours l'instrument? Non, il est rendu où? Je l'ai vendu à quelqu'un à Prague. OK, c'est quoi son nom? Puis là, j'essaie de retracer les instruments puis de faire une espèce d'arbre pour savoir où est-ce qu'ils sont. Puis c'est comme une vigilance un peu constante. Ouais. Ça bouge où, comment. Mais en même temps, c'est important de le faire parce que c'est ça. Tu sais, mettons, on a le luxe aujourd'hui d'avoir des outils digitaux qui nous permettent justement de garder ces œuvres-là. Mm-hmm. Je trouve qu'il faut l'utiliser, il faut en abuser de cette technologie-là. Je reviens sur mon père, mais Gilles, lui, c'est des diapos. C'est ça qu'il y a, en fait. Puis c'est surtout ça qu'il y a. Ouais, mais c'est le fun de ressortir la vieille machine qu'avec le ventilateur, les projeter sur les murs, faire OK, puis les numériser, puis tranquillement, justement, transférer toutes ces données-là dans le digital, puis que ça puisse se garder, on puisse s'accrocher à ces choses-là. Ouais. Là, t'habites au-dessus de chez ton père? Ouais, j'ai comme, je suis depuis peu, j'habite dans une espèce de maison qui est un ancien building où on peut vivre et travailler. Fait que c'est juste des artistes qui soit qui habitent là, soit qui travaillent là seulement. Mon père travaillait là depuis plusieurs années, puis à un moment donné, il y a une unité qui a été à vendre, puis moi je l'ai acheté en fait. Fait que j'habite là. Ouais. Et tu l'as acheté, t'habites là, mais tu travailles là aussi. C'est ça qui est très étrange, c'est que mon père me loue son ancien atelier qui est en arrière de chez lui, dans sa cour, sur Garnier, où est-ce que j'ai été élevé, la maison familiale. Oui, ça, je me souviens de cette maison. J'ai déjà allé, là. Oui, exact. Et puis, des fois, on se croise, c'est-à-dire que moi, je m'en viens chez lui, puis lui, il s'en va vers chez moi, puis c'est un peu notre petit beat, là, comme ça. Comique, ça. Ouais. Là, on est une toute petite famille, tu sais, moi, mes enfants, ma mère est plus là. La famille élargie, on la voit presque pas. Fait qu'on est vraiment une petite affaire. On est comme, on n'est pas loin. On se voit tous les jours. C'est très proche comme relation. C'est drôle, ça. Ouais. Puis, on peut parler un peu de ton parcours de musique parce que, tu sais, les gens, tu sais, t'es établi, tu sais, dans le milieu, ton nom est clair. T'as collaboré avec tellement de monde de différents styles. Mm-hmm. Mais quand même, à la base, t'es un gars de jazz. C'était mon rêve au début, c'était comme d'être Pat Metheny. C'était ça. Je voulais être Pat Metheny. Ça s'est pas passé. Tu l'as avec le look. Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas Pat Metheny, il a des très grands cheveux, il mettait des chandails rayés, en tout cas. Mais non, un sacré musicien. Mais absolument incroyable, qui a viré par bout, puis là avec tout le respect du monde dans un son plus ascenseur, sans vouloir être des fois là, tu sais, il est allé là, puis il est revenu, puis il a fait des trucs vraiment hallucinant. On peut quand même dire assez une figure importante des années 80. Ah oui, vraiment. Fin 70-80, puis même début 90, où il était l'exemple d'une certaine fusion, on pourrait dire, quelque part, même si c'est un drôle de mot. Oui, c'est tellement, je sais, puis c'est des cas de... Puis des fois, j'en réécoute juste pour qu'est-ce qui me faisait autant triper quand j'avais 16 ans puis j'écoutais ça. Mais moi, je pense savoir c'est quoi. C'était l'audace des sons. L'audace des sons. L'audace des sons, puis de prendre un vocabulaire justement jazz. Oui. Puis d'essayer de prendre ça, puis à travers cette audace-là, rendre ça semi-accessible. Ouais. Puis il y avait un peu de ça. Non, clairement. Il y avait quelque chose de proche de langage plus folk, si on veut, à un moment donné. Ouais.
Kate Jarrett aussi était là-dedans à peu près au même moment. Là. Tu sais, c'était des musiciens qui intégraient des trucs presque country ou presque à des choses plus savantes, avec plus de langage, plus complexe. Ouais. Puis c'est assez... on dirait que son sens de l'harmonie, moi, m'a vraiment... au départ, m'a vraiment influencé. Là. Tu sais, j'apprenais de ces trucs, genre, mon Dieu, mais c'est bizarre parce qu'il y a quelque chose de très kitsch en même temps. C'est comme... Ouais. C'est ça, mais ça a été... fait que oui, donc j'ai voulu faire ça. Mais en même temps, tout le monde le connaissait, tu sais. C'est ça qui est drôle, tu sais, parce que, mettons, ça a toujours été étrange que... Pas étrange, mais tu sais, mettons, le Festival de jazz à Montréal apparaît, tu mettais le nom de Pat Metheny. Ouais, là, même des gens qui connaissent zéro ça, connaissaient lui. Absolument. Mais ça, c'est ça qui est pas pire. C'est nice. Il y avait comme une gueule un peu commune. Les gens qui écoutaient n'importe quoi, du AC/DC, tout ça. T'allais chez Music World, mais tu sais, Pat Metheny, tu savais c'était quoi, puis t'en avais entendu. Tu sais, c'est quand même, fallait le faire à l'époque, là. Oui, puis c'est drôle parce qu'au Québec, il y avait presque l'équipe, tu sais, de popularité, il y avait Uzeb aussi. Tu te rappelles Uzeb, évidemment, là. Mais tu sais, c'était un peu ça. C'était comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une espèce de truc un peu hermético, jazz, rock, puis qui devient un peu un phénomène plus populaire. Puis aussi avec un désir de virtuosité. Il y avait ce désir-là. Mais non, mais qui est quand même respectable, tu sais, mettons. Vraiment. Parce que nous, en musique classique, tu sais, la virtuosité était simple dans le sens que tu avais un violoniste qui se pointait en ville puis qui faisait, je ferai l'intégrale des 24 caprices de Paganini. Tu fais, OK, un spectacle de virtuosité. Maintenant, en jazz, la virtuosité, elle est pas toujours de prime, elle est pas toujours en premier plan. Eux, c'était clair. C'était clair. Uzeb, tu sais, à chaque performance, chaque fois que j'ai vu Uzeb quelques fois, quand j'y voyais, c'était juste pour que tes bras tombent, tu sais. C'était ça fou. À chaque fois, tu sais. C'est fou. C'est fou. Puis encore, tu sais. Puis ça prend ça prend vraiment une sorte de dévouement, là, de pratique, puis tu sais, pour se rendre à ces niveaux-là. Puis moi, quand j'ai commencé, c'est ce que je voulais faire, puis assez rapidement, c'est ça qui m'a freiné, c'est cette espèce de c'est cette espèce de discipline ultra rigoureuse pour juste que tes mains bougent pour faire ce genre de choses là. Puis la vie m'a amené ailleurs, puis je suis super content de où est-ce qu'elle m'a amené, mais tu sais, ça m'a comme un peu je sais pas, ça m'a comme un peu turné off de toute cette affaire-là. J'avais l'impression, des fois, je jouais dans un club de jazz, puis tout il y avait juste des musiciens qui étaient là, puis qui regardaient, puis ça devenait très un peu compétitif. Je sais, puis bizarrement, j'ai l'impression que la scène jazz, quand je vais voir des plus jeunes musiciens aujourd'hui qui en jouent, c'est plus doux un peu. C'est vraiment plus doux. C'est beaucoup plus doux qu'à mon époque. Ouais, toi, t'as peut-être plus de contact que ça avec, mais tu sais, je trouve plus relax les jeunes qui font ça aujourd'hui. Ouais. Je sais pas. Ben, dans notre temps, on était peut-être la dernière école compétitive, un peu de cette esthétique-là. Puis tu sais, je crois que la transformation du milieu musical a participer un peu à cette détente-là. Parce que, oui, au début, les gens, écoute, je me suis encore... C'est où que t'as fait ta formation jazz? Écoute, Saint-Laurent. Puis je l'ai pas fini, Fred. Tu l'as pas terminé? Mais non. C'est correct. Tu me juges-tu? 0. Tu me trouves-tu poche? Non. OK. T'es correct. T'es sûr? Ouais. Sur cet aspect-là, t'es correct. D'autres, on verra tout à l'heure. Non, c'est une joke. Mais on a plein en tout cas, ouais. Parfait. Mais dans ce que je veux dire, surtout, c'est que je me souviens qu'à McGill, c'était tellement fou, là, la compétition pour y rentrer. Oui. Tu sais, t'avais ta liste de standards, puis à l'audition, il disait, ben là, fais-les en si bémol. OK, refais les standards t'es comme, what? Puis les guitaristes, tu sais, moi, je venais de Joliette, puis là, l'année avant que j'arrive à McGill, il y avait eu Daniel Lacoste, que tu connais, guitariste. Je pense pas. Il a joué avec Charlebois beaucoup. Ça me dit quoi vraiment son nom? Quand les Corbeilles fringants vont en Europe, à un moment donné, Jean-François, il aimait pas ça à la tournée. Ça le faisait suivre. Le guitariste, il se faisait sober souvent. Par lui. Okay. Puis Daniel, il est arrivé, c'est un grand gaillard, un gars qui a l'accent de Rawdon. Il était cœur, hein. L'accent de Rawdon? Ah, non, t'es capable de détecter l'accent de Rawdon? Ouais. Mais lui, là, il y a un accent, là. Écoute, ce gars-là, il est parfait, là. Parce qu'il arrivait, il y avait une espèce de carrure, tu sais, de gars qui a travaillé fort, là, tu sais. Puis
mais quand il jouait de la guitare, ça avait pas de bon sens. Il est arrivé à McGill, c'était le top player, il était le guitariste du Big Band. Ça, c'était super tough à accrocher. Ouais. Puis il était le guitariste du Big Band, puis tout le monde, le mot s'est fait aller assez rapidement. Puis, et rapidement, quand il a fini l'école, il fallait qu'il travaille. T'sais. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est ça, Charles Lebois. Il y a eu un versant plus pop. Puis là, le mot se passe. T'sais. Ça dit, OK, tu peux faire ton espèce de formation de fou de jazz que McGill proposait. Puis là, après, t'as des gars comme Suns qui ont fait la même formation, puis ils ont voulu gagner leur vie. Puis, et là, ça a fait, OK, finalement, ben, McGill, finalement, oui, faut que tu sois bon. Tu vas chercher un beau vocabulaire, souvent attribué à une autre école de pre-bop, bebop, after-bop, whatever. C'était tellement bop. McGill, c'était ça. C'était ça. Oui. Alors que l'Université de Montréal avait comme une tendance déjà un peu plus pop jazz, on va dire ainsi, fusion, c'est ça. Et finalement, ben, c'est ça, tu sais, je pense que les gens ont commencé à se détendre à dire, regarde, oui, on a un curriculum à suivre, plus traditionnel jazz, mais la réalité qui t'attend après sera probablement pas ça, tu sais. Non, clairement. Mais toi, tu l'as compris assez rapidement, mais tu dis que t'as pas complété tes études, puis c'est parce que le travail est venu vite à toi? Oui, tout à fait, puis parce que on dirait que, ouais, c'est ça, j'ai adoré mes profs. Moi, j'ai eu Benoît Charret comme prof de guitare à Saint-Laurent. Ouais. Dans une époque où Benoît avait Je savais même pas qu'il avait enseigné là, Benoît. Pas longtemps, il s'ait fait clairer par les étudiants qui avaient signé une pétition. Benoît, je m'excuse, faut peut-être pas que je dise ça. Mais peut-être qu'il était pas très pédagogue, bon. Ouais, disons-le comme ça. Mais moi, je l'aimais beaucoup. Mais tu sais, c'était genre, ce soir, j'ai une gig à l'heure du temps, j'ai pas checké trop ça. Regarde, on va regarder mes trucs que j'ai à faire ce soir. Mais en même temps, il y avait un apprentissage là-dedans, de le suivre comme ça. T'es-tu quelqu'un qui apprend par observation plus que par explication? Moi, j'ai plus appris tout seul. J'ai plus appris, en observant. Ouais, en écoutant. En jouant avec des choses, mais il y a des gens comme ça. Oui. Parce que c'est ça, souvent, c'est que si on va à l'école, c'est parce qu'on veut se faire expliquer la chose. Oui. Puis ça, souvent, c'est là que les frustrations sont, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais gars, fais-le comme ça, puis là, tu l'exécutes, puis la personne, tu fais, toi, je pense que c'est plus de cette école-là. Oui. Puis j'avais eu la chance d'aller dans une école de musique avant, qui s'appelle Face. J'ai fait ça pendant 11 ans. T'es un garçon de Face, toi? Un garçon de Face. Okay. Puis veux pas, mais là-bas, j'avais la chance de déjà jouer dans des petits ensembles de jazz, puis tout ça. Fait que il y avait de la kit à Face? Non, mais il y avait des trucs. J'étais trompettiste, moi, 11 ans. Shit. J'ai 11 ans de trompette dans la... T'as-tu une trompette chez vous? Oui, j'ai recommencé à jouer en show sur certains trucs. Ouais. No j'ai way. du gros fun, puis je me suis acheté un flugelhorn il y a un mois. No way! Ouais. Puis je capote. Je t'ai jamais vu, je t'ai jamais vu en jouer. Je capote. J'ai vraiment du gros fun. Non, mais je redécouvre quelque chose. Tu sais, je veux pas, la technique est un peu restée. Après, les lèvres sont, mon Dieu. C'est une autre chose. C'est une autre affaire. Mais j'ai beaucoup de plaisir à... OK. Ouais. Donc, c'est vraiment le fun. Mais, donc, oui. Fait que mes études, ça n'a pas été très, très complet. Mais j'ai été très, très chanceux, moi, d'être dans une année au Cégep Saint-Laurent où j'ai fait vraiment plein de rencontres avec des gens avec qui je travaille encore, tu sais. Il y avait Marie-Pierre Arthur qui était là, il y avait Ariane Moffat, il y avait Louis-Jean, il y avait François Lafontaine, il y avait Olivier Langin. Il y avait tellement de monde. Puis moi, honnêtement, je me sentais un peu trop... Je pensais que j'étais vraiment bon quand j'étais arrivé à Saint-Laurent. J'avais cette attitude-là, j'avais de face, j'avais fait un peu de jazz, et là, je sentais que oui, j'étais pas mal bon, tu sais. J'avais une belle audition, les gens étaient comme, wow, ben oui, viens-t'en, t'es bon, bravo Joseph, Nathalie. Puis là, je descends en bas, et j'entends des gens qui jouent dans un local de combo, les combos, pour ceux qui savent pas, c'est des petits ensembles formés par le cégep où on se pratique à jouer ensemble. Au cégep et à l'université, qui est obligatoire. C'est ça aussi à l'université, hein. Ici, tu sais, à l'UQAM, c'est vraiment obligatoire et c'est peut-être, si on est honnête, le cours le plus important parce que t'apprends à jouer en groupe. Là. À dealer avec d'autres. Et ça va pas mal dicter ton avenir. C'est ça. Alors moi, j'arrive là, à côté des portes, c'est ma première journée, j'entends des gens jouer, puis là, j'ai vraiment ma mâchoire qui fait, mais qui est en train de jouer ces sons que j'entends? C'était vraiment impressionnant, là. J'ouvre la porte, puis c'est Fred Fortin puis Olivier Langevin qui sont en train de faire du gros rock du Saguenay, là, du Lac-Saint-Jean plutôt. Et j'ai fait OK, d'accord, j'ai encore des choses. Fred Fortin, il est allé là? Ouais, mais vraiment pas longtemps. Il est comme resté il restait quelques mois. Puis après,
les choses se sont placées pour lui. Oui, ça s'est là. bien passé, c'est ça. Ouais. Parce que l'album, écoute, il était jeune aussi. Il était jeune, ben il était oui. jeune, le premier, là, Fred, Ben Fred, Nana, en tout cas, tous les 50 noms, là, qui Joseph, je sais pas quoi. Ouais. Puis il y avait quelque chose de très fusion dans son langage, justement. Au début, ça, là, au début, là, ouais, c'est Ouais. ça. Il jouait de la basse, c'était vraiment virtuose, son affaire. C'était cool, en fait. C'était vraiment le fun, ouais. Et ben c'est ça, moi j'ai rencontré Ariane Moffat là et qui a eu dans ces années-là, un petit peu après, un deal pour faire un album chez Audiogramme et puis elle est venue à l'émission puis elle nous a tout raconté. Bon, ça j'ai pas non, c'est correct, non, ben c'est parce que ça sort bientôt puis elle raconte toute son affaire à Marc Derry, qu'il avait spoté dans un haut jazzon, tout ça. Exact. Qui est comme une histoire vraiment magnifique là, de spotting, de moments de hasard qui fait que, tu sais, aujourd'hui, honnêtement, cette rencontre-là, je pense que c'est ça qui... Puis elle l'avoue elle-même que ça a fait flipper, tu sais. Oui. Ça a fait flipper les choses. Avec Marc, ça. Marc Derry, après, par Marc Derry, Daniel a demandé à Marc s'il pouvait emprunter les mains de sa pianiste. Absolument. Et aujourd'hui, on a Ariane Moffat, non puis, établie. Ben non, c'est ça. Puis moi, parallèlement dans la vie de Joseph Marchand, ben ça a voulu dire, hey Joseph, ça a commencé par, on faisait des gigs de standard au Pizzadélique, elle et moi en duo. Puis après ça a été au Jazzon, justement, où on jouait des trucs, genre, des chansons de Billie Holiday, là, ce genre de trucs. Ouais, c'est ça, qu'elle prenait des standards, qu'elle repassait un peu dans le tordeur. Exact. Puis après, on s'est retrouvés en studio avec Michel Bélanger à l'époque, qui était le feu président d'Audiogramme. Fait que ça a été vraiment tellement formateur pour moi de me retrouver là aussi rapidement. J'étais comme, mon Dieu. Dans le business, mais t'étais jeune. Oui, j'étais jeune. Puis tu sais, il y avait Francis Collard aussi qui était là à l'époque. Puis on était 3. Puis ça a vraiment été... ça a été vraiment... Puis, tu sais, bon, j'ai eu quelques moments, comme tu sais, Fred célibataire dans ma vie, qui ont duré plus ou moins longtemps. Puis ça a été, je pense, ma meilleure pick-up line dans des bars. J'ai pas fait ça souvent, mais j'ai dit, est-ce que tu connais, toi, la chanson Poussière d'ange? Puis là, il y a comme deux chemins. C'est soit que la personne connaît la chanson, non, ou oui, je connais la chanson. Puis dans quel cas, moi, je disais, ouais, c'est moi ça qui fait le riff de guitare. Ouais, c'est moi ça le début, ouais. Oh my God. T'es là. Un peu ironiquement, mais quand même, il y avait Quand même. Y-tu une autre tune que t'as un riff famous comme Poussière d'ange que tu peux dire aujourd'hui? Tu sais, la tune, il y en a-tu? Avec Harry, en tout cas, le petit riff de guitare de Miami, là. Ah ouais, oh shit, c'est vrai. Ouais. Non, ça tu peux dire pas. ça? Ben oui. Fait que ça, tu connais la chanson Miami? Ouais. Mais tu sais pourquoi tu te trémoussais? C'est à cause de ma guitare. Tu peux dire ça maintenant. Voilà. Oh, wow. Ouais. Ça marchait-tu? Non. Ben non, ça marche pas, c'est les gars. Pas du tout. Ça aurait pu. Non, ça marche pas. Déjà, la fille est devant toi, elle fait qu'il se prend pas pour la merde. Non, mais c'est vraiment en mode niaiseux, là. On s'entend qu'à la personne sentait l'ironie un peu en arrière de ça. Après, j'adore la chanson Poussière d'ange, c'était pas ça, mais c'était juste drôle, le monsieur qui arrive et qui dit j'ai joué sur Poussière d'ange, c'est un peu whack, là. Mais drôle. Fallait que ça ouvre la porte à de l'humour. C'était plus ça mon but, plutôt que de me vanter réellement que j'avais joué sur Poussière d'ange ou Miami. C'est malade. Ouais. Ben écoute, si jamais... Il y a une gang de musiciens qui pourraient faire justement des super bonnes lignes comme ça, tu sais, couple de drummers là qui font telle tune. C'est qui joue avec Daniel Bélanger, Rêver mieux? C'était... mais ça, là, je pense que c'est... Faudrait demander à Daniel, mais je pense que il y a beaucoup des loops. Ah, c'est ça. Tu sais, je suis pas sûr. Il y en a un vrai... Écoute, je sais pas, je peux m'avancer, je suis vraiment pas sûr. C'est de savoir, hein, après, c'est, mettons... Il y a une couple de sauts dans l'histoire de la pop, là, que tu dis, il me semble ça. Tu sais, mine de rien, moi, une des premières fois que j'ai réussi à identifier un solo dans une tune pop. Ouais. Puis quand même, je pense que c'est le solo instrumental qui a shiné le plus de l'histoire de la radio au Québec. Je vais aller jusque-là en termes de créativité. Là, tu vas rire un peu de moi. J'espère que je vais connaître ça. Kevin Parent. Seigneur. Claude Lamotte au milieu qui se pète un thème avec son cello. Tu te souviens de ça? Il est long, ce solo-là. Il est long. Puis Claude Lamotte, il part, mon gars, au milieu de la... Ça, c'est le moment tempête un peu, là, que là, il
il y a un but trop d'alcool, puis là, à la fin, il dégrise. Mais, non, je me suis encore de me dire, ça jouait à C'est quoi? Intégral, il coupait pas le solo. Il laissait au complet parce que le monde aimait la toune. Le monde aimait beaucoup la toune, tu sais. Seigneur. Je me souviens que j'étais en charge, je disais, shit, c'est long. C'est long, c'est qui joue ça? Puis à un moment donné, j'étais informé, puis quand c'est la première fois, j'ai comme eu un intérêt de dire, qui fait ce solo-là? Ça n'a pas de bon sens. Et c'était Claude. Et c'est comme ça que Claude est devenu Claude, tu sais. Après, il a fait son album, machin. Oui. Je vais réécouter ça, Fred. Je peux tout te le siffler en plus, au complet, de A à Z. J'en doute pas. Non, je comprenais, je trouvais ça tellement wild. L'espèce de solo de je fais toute la chanson. Je le connais par cœur. C'est débile. Wow. OK, nice, j'adore. Donc, lui, il pouvait, il fallait aller dans un bar pis dire, tu sais, Seigneur, là. Ça, c'est le long solo de Seigneur. Moi, c'est mon pire cauchemar, les solos. Quand on me dit de faire un solo, je sais pas comment faire. Je sais tellement tough. Puis, tu sais, je me suis déjà fait, un peu congédié, tu sais, j'avais remplacé, Jostellier avec Steve Dumas. Puis j'avais fait un peu congédié dans ce show-là. Je t'aime, Steve. Justement, j'étais pas capable il y avait beaucoup d'entertainment dans le show de Steve, entre les chansons. Je jouais avec le public, il était super bon pour ça. Il faisait ça beaucoup. C'est quoi, le cours des jours? Oui. Okay. Et puis mais il y avait beaucoup de, tu sais, chanter avec moi, on arrête, tu sais, faire participer la foule, tout ça. Puis il y avait des moments dans le show où il fallait faire des solos. Puis moi, à chaque fois, je choquais complètement. J'étais pas capable de... Mais pourtant, des solos de même, t'en fais je suis capable. T'en fais en studio, t'en fais plein. C'est pas ça qu'on me demande, moi, tant que ça. C'est pas ça mon casting. Allons-y. Ton casting, c'est quoi? La signature, Joseph Marchand, c'est quoi? C'est dur de parler de sa propre signature. Non. Mais tu sais, ce qui m'intéresse le plus, je suis pas tant un amateur de guitare, bizarrement. J'aime ça, là, mais c'est pas mon instrument préféré. J'en joue. Mais c'est pas ça que j'écoute souvent. Non. Ou que tu magasines, c'est sûr, tu dois être comme dans les patentes de pédales, de cassins, de quoi, potent. Je suis reconnu pour celui qui joue avec la même guitare depuis 20 ans, puis qui a comme 4 pédales avec du scotch tape sur un. Tu sais, je suis vraiment pas... Ah, t'es pas patenteux de ton son, là? Non, j'ai pas ça. J'ai vraiment pas ça. J'en ai pas beaucoup des guitares, puis ça me dérange pas, puis je suis pas à la recherche de ça. J'aime, là, je veux pas avoir l'air. Ce que j'aime, c'est vraiment l'harmonie, les accords, ce qui change, puis c'est ce qui me fait le plus triper dans travailler sur une chanson, mettons. Trouver comment tricoter des choses qui passent d'une à l'autre. T'es-tu bon, harmonique, t'es-tu bon? Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Mais mettons, probablement, même presque à dire 100%, j'allume la radio, t'écoutes une tune ensemble. Ouais. Tu peux me caler quand même tous les accords d'une shot, là. Je sais pas si c'est à ce point-là. Ah ouais? Je sais pas. Moi, au cégep, c'était mon jeu, ça. Toi, t'étais ding, dang, 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 moi, avec mon band, à l'époque, là, mon band du cégep, on faisait bien de la tournée, puis on partait, puis là, mettons, on allumait la radio, puis là, c'était le jeu, là. On partait. Celui qui allait le plus rapidement nommait la séquence. OK, ouais, là, ça, c'est fort. Ça, c'est impressionnant. Ouais, puis après, tu connaissais les formules de Daniel Bélanger, c'était toujours le cercle des quintes, parce que lui, c'est le master des cercles des quintes. Alors, quand ça arrivait, là, on faisait, OK, 5 de 5 de 5 de 5 de ça, de haut à reverser. On trippait là-dessus. C'était fun. Mais moi, c'est dans, tu sais, les beaux moments de vie que j'ai eu, là, c'est quand il y a des gens avec qui j'ai collaboré qui, à un moment, se disaient, hey, je vais t'envoyer ma chanson, piano-voix, séparée. Fait que là, ouais, puis là, c'est amuse-toi. Fait que là, j'entendais, mettons, la version piano-voix. OK, parfait. J'entends ce que la personne entend avec sa mélodie, la relation avec la mélodie puis son harmonie au piano. Puis là où j'ai tellement eu de fun, c'est d'enlever le piano, de juste avoir la voix, puis de prendre ma guitare, puis de m'amuser à retravailler, reshaper un peu les harmonies, essayer différentes affaires. Ouais, ça, c'est dans des choses qui me font vraiment, vraiment triper dans la vie. Ouais. J'aime beaucoup faire ça. Quand tu fais ça, tu donnes assez carte blanche, donc justement, harmoniquement, tu fais bon, je vais essayer d'aller là. Je vais ça. Plein de choses. En même temps, l'artiste qui t'amène une voix comme ça, c'est pas tout le monde aussi qui est game de... des fois, ça fonctionne pas, là. Des fois, ça fonctionne pas. Des fois aussi, tu sais, tu peux pas dire non plus, hey, ça serait cool qu'on module.
Oui, des Puis fois. là, les gens vont faire... Non. C'est ça, puis c'est bien correct. Puis ça, c'est vraiment... Puis quand les gens... Tu sais, puis ça, c'est des affaires de confiance, puis ça se fait pas. C'est pas souvent que ça se fait comme ça. Mhm. Mais tu sais, ça se compte sur les doigts d'une main les gens avec qui j'ai fait ça. Mais récemment, avec Claude, j'ai fait ça, Claude Pelgag, puis ça a été... ça a fonctionné pour une ou deux chansons, puis pour une autre, tu sais, quand moi, je dis, tiens, Joseph, je reconnais plus du tout. Je sais pas c'est quoi que j'entends, tu sais. Fait que qu'est-ce qui se passe? Fait que, mais c'est des beaux... Fait que moi, ça me plaît Quand ça marche vraiment. pas, est-ce que c'est parce que justement tu vas overboard, tu enrichis un peu trop le discours? Ou j'ai juste comme je me suis trop éloigné du centre l'idée originale. harmonique de comment ça se passe. Puis là, puis là, la personne est comme, ben là, tu sais, là, j'aurais aimé ça que tu gardes un peu plus de ce qui faisait cette chanson-là, tu sais. Non, je peux comprendre. D'ailleurs, tu parlais de Claude, on peut parler du micro-album qui est sorti. Tellement. Sieste sur l'oreille droite. Oui. Il vient d'où ce projet? Comment il est abouti? Premièrement, c'est d'une amitié, je présume, à la base. Mais c'est ça qui est drôle, pas tant que ça. Pas tant? C'est quelqu'un que je croise évidemment depuis des années, parce qu'il est là depuis des années, puis des fois on se retrouve aux mêmes places au même moment. Mais on dirait que ça me tente. C'est rare que je vais cogner à des portes, moi, où je demande à des gens des choses. On dirait que c'est plutôt le contraire dans ma vie. C'est plus des gens qui me demandent des choses à moi. Puis là, je suis comme allé... Je l'ai interrompu dans un restaurant à un moment donné, là, puis j'ai dit, Claude, j'aimerais peut-être ça qu'on fasse de la musique ensemble. T'aimerais-tu ça? Tu sais, puis ça a été vraiment un oui spontané, puis vraiment le fun. OK. Ouais. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Moi, je suis un fan de ce qu'elle fait, j'aime vraiment ça. Puis, ça a été un peu un processus carte postale, tu sais, un peu genre, je faisais une pièce, mettons, à la guitare classique tout seul. OK. Puis, je lui envoyais ça. Puis, elle... C'était en fait, c'est le processus contraire de ce que je viens de te décrire. C'est-à-dire que là, moi, elle me renvoyait une mélodie par-dessus ça avec des mots. Puis c'est hyper intéressant parce que de la même façon que moi, si je fais quelque chose par-dessus la voix de quelqu'un puis je change des trucs, la personne, c'est un peu une surprise de recevoir ça. Mais moi, je vivais l'expérience contraire. C'est-à-dire que je faisais play, là, puis j'entendais ce qu'elle avait fait. Puis je suis comme, mais mon Dieu, qu'elle entende ça sur ce que moi j'ai essayé de faire, ou sur ce que moi, la musique que j'ai composée, mais elle, c'est ça qu'elle entend mélodiquement par-dessus. Ça a vraiment été une belle... Ben, ça donne un beau résultat, en tout cas. En tout cas, moi, je suis hyper fier de ça, puis tu sais, il y a Sam Gougou aussi qui a été là avec nous là-dedans, on était 3, puis ouais, c'était vraiment un beau processus. Il y a aussi quand même le fait que pour ce projet-là, tu vois, c'est des gens plus jeunes que toi aussi. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Puis mine de rien, c'est quand même cool d'avoir la vision musicale d'une autre génération. Puis parce que c'est vraiment une autre génération, c'est quoi, 10 ans, là, au moins 10 ans de moins? Plus, ouais. Même plus encore. Je pense qu'à quel âge, Claude? Ouais, 33. C'est ça, quelque chose comme ça. Ouais. C'est sûr qu'elle a une autre conception de comment faire de la musique dite populaire. C'est même pas de la pop, c'est pas vraiment de la... C'est comme un truc, ouais, c'est dur à décrire ce qu'elle fait. C'est un drôle de... Mais en fait, même ton projet éponyme solo, que t'as sorti, c'était 2021, je crois. Oui, en pleine pandémie. En pleine pandémie, tu l'as sorti avec une sculpture de ton père sur... donc c'est quelque chose, c'est ultra, un album ultra personnel, qui porte ton nom, évidemment, mais l'autre nom, le nom... La Mialcine. Exactement, le nom d'origine. Ouais. On pourrait dire ainsi. Ouais. Il est sorti 2021, mais il a été concocté pendant plusieurs années avant ça. Oui, complètement. Puis c'est vraiment un truc que j'ai fait comme un projet... C'est tard dans la vie que j'ai essayé de faire ça. C'est vraiment tard dans la vie que j'ai essayé de faire ça. Puis on en a pas beaucoup parlé, toi puis moi, quand c'est arrivé cette affaire-là. Tu sais, c'est parce que justement il y avait la pandémie. Ben, il est sorti l'album. Puis moi, je l'ai écouté. Je pense que je t'ai envoyé un petit message. Je me disais, c'est super cool. Oui. Mais tu sais, toutes ces années-là auparavant dans lesquelles tu as écrit, puis je te connais quand même. Je sais que t'es quand même quelqu'un d'un peu anxieux. À la base, un peu stressé, tout ça. Puis il me semble que faire un truc comme ça tout seul. N'est pas nécessairement la meilleure solution pour être calme. C'est vrai. Mais en même temps, ça m'a tellement... j'ai tellement aimé ça, faire ça. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. Puis tu sais, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de spectacles. J'ai fait une première partie d'avec podcast au Festival Bleu, puis ça, j'ai vraiment, tu sais... Mais pour vrai, je pense... Comment tu l'avais présenté cette fois-là en formation? Avec Mélanie Bellard puis Philippe Brault, on était 3. Ah, c'est ça. C'était vraiment, vraiment très simple. Puis tu sais, oui, je pensais vraiment mourir avant. Mourir, là. C'est clair. Ben oui, mourir.
Écoute, premier show dans une église avec plein de gens que je connais. Enfin, les gens vont savoir que je suis pas bon. Que je suis pas bon, puis que ça va se terminer là. Que je suis un imposteur depuis le début. Exact. Tout ça. Puis après ça, tu vois, j'ai parlé avec mes amis qui en font beaucoup, puis qui en ont fait beaucoup, puis qui m'ont dit tout ça. Tu sais, mettons, j'en avais parlé avec Pierre Lapointe, avec qui je faisais de la tournée à cette époque-là, puis il m'avait dit, Joseph, moi, ça m'a pris... au moins 40 shows avant de pas vomir puis pas vouloir me tirer en bas. Je le crois. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, faut en faire, là. Puis Pierre, avec, malgré toute son expérience et l'être extraordinaire qu'il est, il care encore, là, t'sais. Il a encore cette vibe-là. Totalement. Tu sais, puis il réussit à nourrir une espèce d'énergie positive de continuer d'aller de l'avant, puis tout ça. Puis c'est admirable parce que, puis à un moment donné, je crois aussi que n'importe qui se lance dans une création de la sorte, puis moi je le ferai pas parce que j'ai pas ces talents-là, mais ceux qui le font, à un certain moment, faut que tu réussisses à te mentir aussi, là. À te mentir un peu. Ouais, t'as raison. Parce que tu sais, il y a rien qui est great dans la vie, là. Puis tellement, c'est nice que j'entends ça, je le prends ça. C'est puis moi je me mens constamment. Tu sais, moi avant un concert, là, je suis comme je suis pas pire, là. Ouais. Tu sais, je sais ce que je fais, là. Bon, tu finis le concert, puis après, tu dis, hey, boy. Mais c'est allé bien, mais, boy, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je comprends rien de ce qui se passe. Bon, tu sais, donc, mais se mentir, c'est pas nécessairement mauvais, là. Des fois, oui, là. Mais dans certains cas, surtout pour garder une drive, d'aller de l'avant avec la création, je pense que c'est important d'aller là parce que la réalité, elle est dure, elle est crue, là, aussi, là, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut faire ça, puis je sais pas, moi, dans mon cas, c'est d'avoir été toujours à côté des gens. Puis là, de me retrouver comme ça, en mode, OK, là, c'est moi ce soir, là, c'est moi que les gens sont venus voir, puis il faut que je capte leur attention pendant 1h15. C'était gros. C'était gros, ouais. J'ai vraiment aimé ça, par contre. Mais tu sais, il faut voir que je réussisse à doser. Mais toi, t'as reçu beaucoup de lumière dans la vie. C'est ça qui arrive, c'est que t'as été entouré de gens... à des personnalités adulées, adorées, surdimensionnées, là, on pourrait dire ainsi. Puis t'as toujours été proche. Puis c'est sûr que cette lumière-là, t'as reçois... t'as un privilège, justement, de la consommer de plus près. T'sais. Oui, clairement. Puis ça crée une personnalité à travers ça. Cela dit, t'as fait ton projet solo. Oui. Mais là, tu reprends quand même les rangs de, je veux dire, l'accompagnateur, celui qui aide l'autre à se développer. Complètement, ben oui. Mais ça, c'est ton rôle. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus... Quand tantôt, on parlait de... Tu dis, c'est pas pour ça que les gens m'engagent. Ou... Est-ce que c'est ça, ta définition de toi? Parce que, inévitablement, je suis un peu obligé des fois de penser à toi dans cette direction-là, même si toi et moi, on a déjà fait des projets avec Forêt, qui était quelque chose de personnel. Complètement. Ça aussi, c'était un projet personnel. Mais tu sais, t'es quand même celui qui a fait combien, je sais même pas si tu les as calculés, les shows avec Sophia Nolin, en duo, vous n'avez tellement fait. C'est incalculable à la limite. Là, oui, on en a fait beaucoup. Des albums, puis oui, non, tout à fait. Oui, mais on dirait que tout ça fait partie de moi, puis je pense que c'est ce qui fait en sorte que je fais encore ce métier-là avec autant de bonheur aujourd'hui. C'est qu'il y a comme quelque chose d'un peu diversifié dans ce que je fais. Donc, tu sais, il y a le pan création personnelle qui a pris un petit peu plus de place ces derniers temps, mais puis le pan accompagnateur, mais il y a aussi de la composition pour de l'image que je fais beaucoup. Fait que ça fait un petit bout déjà, non? Ah, mais j'en fais tout le temps. C'est ça, mais ça fait un bout de temps. Oui, ça fait un bout de temps que j'en fais. Fait que ces espèces d'affaires, c'est comme si de passer de l'un à l'autre pour moi comme ça, sans trop vouloir me définir comme une seule chose, ça me nourrit tellement. Tu sais, des fois, je sors d'une passe où j'étais dans un studio pendant 3 mois, puis je m'en vais faire 1, 2, 3, 4, puis devant des gens, puis on fait de la musique. C'est tellement enrichissant. Puis après ça, j'ai hâte de revenir en studio. Puis moi, on dirait que c'est ça que je dis à des plus jeunes musiciens qui commencent. Je trouve ça... C'est incroyable d'être juste bassiste ou juste drummer. Ça se peut. On peut le faire. Mais c'est très difficile. Si t'es capable de faire 2 ou 3 choses qui sortent de juste jouer ton instrument, moi, en tout cas, à mon sens, à moi, c'est nourrissant. Ouais, mais toi, oui, c'est ça. T'as eu le droit de faire ça. T'as fait de la télé aussi.
Oui, c'est vrai. Mais la direction musicale. Direction musicale, t'as fait ça quoi, 2 ans? Ouais, j'ai fait ça à quelques occasions. Tu sais, j'ai fait les directions musicales des Gémeaux une fois, puis sinon, c'était le show de Penelope McQuaid qui s'appelait Les Échangistes pendant 2 ans. Pendant 2 ans, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est une autre game aussi. Oui, c'est une autre affaire. Difficile. À la télé. Difficile, hyper réjouissant. Moi, ça m'a comme fait goûter à qu'est-ce que ça pouvait être de travailler, mettons, dans un bureau. C'est quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. Puis j'ai aucune idée ce que c'est, mais de dans la quotidienneté, de rentrer puis de dire, hey, salut, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine, toi? Oui, c'est le fun, on prend un petit café, on jase. C'est le fun, ça. Puis avoir un horaire super serré. Détaillé. Ouais. Non, pour ça, j'ai bien aimé ça quand même. Ouais, c'est cool. Ouais, non, il y en a de moins en moins aussi, là, des jobs à cette couleur-là, là, où est-ce qu'il y a des bandes à la télé, ben, c'est pas Dumas qui faisait le show de Martin Martin. Ouais, j'ai pas vu. Je suis curieux. Ben, moi, je suis curieux de discuter avec lui de cette expérience-là, comment il a vécu ça, parce que c'est quand même une autre game qui fait. Mais j'étais comme un peu surpris de le voir là, parce que c'est un gars qui est plus dans la création. En même temps, aujourd'hui, comme tu viens de le mentionner super bien, il faut faire plein de trucs, pour se diversifier, là. Oui. Puis, idéalement, des trucs qu'on aime, tu sais. Je sais pas. Moi, c'est rendu que quand je sors ma guitare puis je décide de travailler avec quelqu'un, on dirait qu'il faut qu'il y ait de la création. C'est ça qui me motive. S'il y a pas ça, on dirait que je suis comme, non, ça me tente moins. C'est juste aller jouer quelque chose sur une scène que j'ai pas. Mais tu repiques plus des vieilles affaires. Ça t'arrive encore? Pas vraiment. C'est rare. Tu sais, je vais aller faire mettons, je vais rendre service à quelqu'un qui dit, il faut que je me fasse, tu sais, je suis dans la merde, il faut que je me fasse remplacer sur tel show, tu irais-tu, tu sais, puis là, je vais faire plaisir, puis là, je vais repiquer tout le show, puis je vais y aller, puis je vais essayer de faire le mieux que je peux. Mais sinon, on dirait que je privilégie vraiment des rencontres du genre, hey, on travaille un album ensemble un peu, puis après ça, on va le défendre sur une scène. Ça, j'aime vraiment ça. Après avoir pas mal touché toutes les sphères musicales possibles, parce que on vient les nommer. Musique à image, t'avais ton duo Forêt, après t'as fait ton affaire solo, là, un petit micro-album, accompagné pas mal tout le monde, t'as joué avec tellement de gens. Est-ce qu'il reste une facette musicale qui n'a pas été abordée, que t'as envie d'aborder? J'aimerais ça, puis je voulais justement t'en parler d'ailleurs, parce que je sais même pas comment faire pour me diriger là-dedans, mais j'aimerais ça m'intéresser un petit peu plus à l'écriture. L'écriture, c'est-à-dire j'aimerais ça réelle pour j'aimerais ça prendre des cours de contrepoint, mettons. J'aimerais ça prendre des cours d'orchestration. J'ai une personne pour toi. Ouais. On s'en reparlera. Luce Baudet. Mon Dieu, mais oui, mais elle, c'est une légende, là. Elle. Ouais, mais que j'essaie que j'ai discuté pour qu'elle vienne à l'émission soit un épisode un peu poussé par les cheveux dans lequel on va parler d'harmonie, mais moi j'aime ça, d'abord c'est cool. Mais elle viendrait jaser de son système. Juste pour mettre en contexte, Luce Baudet, c'est une grande dame professeure qui est, écoute, je pense qu'elle est rendue à 88 ans. Elle a pris sa retraite de l'Université de Montréal, elle a formé un nombre extraordinaire de musiciens, où est-ce qu'elle a inventé une façon, un système comment aborder la tonalité. Et c'est assez complexe. Bach à Wagner, hein? Comment? Bach à Wagner. Ouais, hein? Je pense que c'est exactement. ça. Ouais. Puis écoute, c'est un espèce de long nom, son cours. Moi, j'ai pas été à l'UDM, donc je connais pas. Mais je sais que cette dame-là, puis moi, je la croise fréquemment parce qu'elle vient presque à tous nos concerts de Molinari. Je la vois, puis elle aime beaucoup ça. Et puis dernièrement, justement, je parlais avec elle, puis elle dit beaucoup de gens prennent des cours en privé avec moi, viennent me visiter, puis souvent, elle dit souvent des chefs d'orchestre quand ils sont en train d'analyser des partitions, puis je leur redonne les rudiments de base sur comment aborder ce discours-là. Puis au fond, c'est que dans sa tête à elle, c'est comme ça, il y a une façon de prendre le son puis de l'organiser. Puis écoute, tous mes amis qui ont passé sous elle, soit ils ont été marqués au fer, puis ils font, mon Dieu, c'était tellement difficile, puis je peux jamais faire une affaire de même. Mais où tous mes amis arrangeurs ne jurent que par ce cours avec elle. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant qui et d'ailleurs son cours est en ligne. Il y a une partie du cours qui est en ligne que tu peux consulter, qui est là. Avec des exemples musicaux même, là, on peut entendre des exemples. Elle donne des exemples, ça c'est quand même bien. Ouais. Mais je pense qu'il n'y a rien qui peut remplacer la véritable rencontre là, avec elle, puis de s'asseoir puis de dire exactement qu'est-ce que tu veux. Tu sais, moi j'avais un de mes amis qui a étudié à l'UDM en technique d'écriture, Hugo Gravel, qui est plus dans le milieu de la musique là maintenant, mais qui à l'époque, tu sais, je me souviens qu'il m'avait contacté, il a fait le cours, puis lui c'était un gars d'arrangement plus pop,
il touchait plus à cet univers-là. Mais quand il est tombé avec elle, écoute, il s'était acheté le livre de tous les quatuors de Mozart, il les analysait, il était obsédé par la distribution des voix. Lui, c'était comme c'était une révélation. Là. Puis il dit, aujourd'hui encore, il dit, quand j'écoute la musique, je l'écoute à la façon de Lusbourg, n'importe quoi. Il dit, je l'écoute comme elle me l'a montré. Ouais, moi, j'ai eu la chance de la croiser une fois parce qu'Émilie, mon ex que j'adore, avait pris ce cours-là à l'UM à un moment donné. Puis j'étais une fois, elle m'avait dit, Joseph, faut que tu viennes voir ça. Tu sais, faut que tu t'assoies. Non, c'est phénoménal. Puis, ouais. Et puis, elle pouvait prendre un score d'orchestre, puis le réduire au piano en le jouant comme ça, presque à vue, en commentant, en parlant. Ah, regarde, c'est ici. Alors ça, c'est N6, le premier renversement de kata. Juste d'écrire mais d'une simplicité, d'une limpidité. En tout cas, c'est impressionnant. J'ai rarement vu ça. Mais ça, tu vois, mettons, il y aurait quelque chose à aller chercher là. Après, pour avoir des véritables cours d'arrangement, d'écriture, si je peux dire ainsi, il y a une couple de gens qui sont assez doués, qui pourraient t'aider, tu sais, des gens comme Anna Sokolovic qui est compositrice mais qui aide un paquet de monde. Tu sais Ben Chemi de Sons, il a étudié avec Anna Sokolovic l'écriture. Ah ouais. Puis Ben écrit très bien. Je savais pas. Il écrit extrêmement bien. Moi j'ai enregistré des trucs à cordes qu'il fait, puis il comprend chaque instrument puis tout ça. J'ai by the way adoré le spectacle. Je m'étais branché sur le spectacle que vous aviez fait avec plein de speakers puis les cordes. Ah oui, le retour en salle. C'était le premier show à distancer les masques puis tout. C'était le fun ça. Adoré la chapelle. Ah mon Dieu, j'avais fait regarder ça, là. J'avais écouté ça. C'est un super artiste. Je l'aime beaucoup, ce gars-là. Puis, énormément d'admiration aussi. Mais écoute, je te trouvais des noms parce que c'est vrai qu'écrire, c'est le fun, tu sais. Puis je sais comment, tu sais, je sais que je lis, tu sais, j'ai quand même un training là-dedans, mais on dirait justement de partir un contrepoint à deux voix, là, puis juste vraiment repartir de la base, là, puis les conduites de voix. Ben, sur les conduites de voix, si tu veux faire du bon contrepoint, il est encore vivant, il est à Montréal, puis son livre est une sommité du contrepoint, c'est Peter Schubert. Oui. Peter, il est encore ici, puis je sais pas si c'était à la retraite, mais moi j'ai fait son cours de contrepoint, puis c'était très formateur, très formateur. Contrepoint, c'est la base un peu de comment on... Tu sais, il nous avait fait, je pense, dans les premiers devoirs, c'était vraiment extraordinaire. Il nous faisait prendre des chansons des Beatles, puis là, il disait, trouvez-moi les contrepoints dans les Beatles. Puis là, tu sais. Puis après, il faisait ça avec les Beach Boys, parce qu'il dit, ces gens-là faisaient des contrepoints, mais ils le savaient pas. Ben, il dit, essayons d'aller les identifier, puis là, on fallait les isoler, puis tout ça. Puis après, une fois que tu comprenais comment répartir les voix, comment les voix, ça... sont entre elles, comment elles valsent, qu'on va dire. Oui. C'est vraiment fort. OK, donc de l'écriture, ça c'est sur la liste. Qu'est-ce que tu penses, toi, d'ailleurs? Moi, je te pose une question, parce que toi, t'es dans le domaine de la musique classique contemporaine aussi depuis tellement longtemps. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau mouvement-là, qui est pas si nouveau que ça, là, mais du néoclassicisme? Comment tu... Alexandre Strelinsky pis toute cette gang-là? Ouais, genre, tu sais, mettons Fleur Laurentienne ou des affaires comme ça. Ben, je suis content pour eux. Tu sais, dans le sens que prendre, attends, on va les nommer. Fleur Laurentienne, Alexandre Strelinsky puis l'autre, comment il s'appelle? Jean-Michel, merci. Jean-Michel, comment? Blais. Ils ont réussi quelque chose d'intéressant. Ouais. Je dirais que Fleur Laurentienne, j'aimerais le mettre dans une autre catégorie. Moi aussi, j'allais le dire. Il fait pas vraiment partie d'eux. Ben, c'est moins, parce que j'allais dire juste du piano, c'est pas vrai, parce que le dernier album de Jean-Michel. Non, il est plus orchestré. Mais je le tasse quand même dans un coin à part, parce que, mais ils ont quand même tout le monde a une affaire en commun, selon moi. C'est ils ont réussi à prendre ces instruments-là, ce vocabulaire-là, semi-vieillot, quelque part, minimaliste, machin, et d'en rendre une expression émouvante. Ils ont compris l'émotion. Je pense, puis là, je m'avance dans quelque chose de terrible en disant ça, mais je pense qu'ils ont compris l'émotion avant de comprendre l'harmonie. Étrangement. Ce qui est une force. Ouais. Ce qui est une force. Parce qu'ils comprennent l'impact émotionnel d'une suite d'accords avant de la nommer. Je pense. Okay. Et c'est pour ça que leur créativité touche à tant de gens. Donc, pour ça, je respecte, parce que ça, c'est quelque chose qui, étrangement, ne s'enseigne pas. On peut pas enseigner comment saisir que, eux, ils ont sûrement fait un enchaînement d'accords, puis ils sont émus de cet enchaînement. En tout cas, du moins, ça provoque une certaine émotion.
Puis ils en sont tellement convaincus qu'ils vont l'en disquer. Et tout le monde est d'accord que c'était moi. La preuve, Alexandra a rempli à elle seule un Wilfrid Pelletier en claquant les doigts. Là, puis les gens vont aller écouter ces enchaînements-là, qui sont pas très complexes, mais qui sont efficaces. T'sais. Donc, je trouve ça cool. Je trouve ça cool que les gens, comprennent bien l'instrument émotivement. Je vais faire un parallèle étrange avec Paul Hindemith, qui lui était le contraire. Lui, il comprenait l'aspect technique de chaque instrument. C'est pour ça que lui avait écrit des tonnes de livres pour amateurs. On lui donnait un piano et disait, lui, il a écrit de la musique pour amateurs. Mettons, vous avez peu de connaissances musicales, mais vous êtes en trois pratiques, vous êtes capable de jouer une pièce. Puis lui, il comprenait tout de suite que tel positionnement que tu mets sur les touches est facile. Puis là, il composait un thème qui allait avec ça. Donc là, il voulait encourager l'amateurisme, qui est une bonne chose. Ouais. Mais lui, il comprenait de la technicalité, pas tant l'émotion. D'ailleurs, c'est un reproche qu'on lui fait parce qu'il était assez froid. Il écoute ses pièces et ça peut être aride. Eux, c'est complètement le contraire. La technique vient après l'émotion, j'ai l'impression. Dans le cas de Flore Laurentienne, il y a un peu plus quand même de recherche sonore, un peu plus de connaissances aussi dans l'arrangement. Moi, j'ai toujours hésité, tout le monde m'en parlait, check ça. Je l'ai écouté, admettre, c'est super le fun, c'est bien fait, c'est agréable. Évidemment, je suis pas trop interpellé par ça. Non, personnellement, ça, je me demandais en tant que... Ouais. Moi, j'ai les vu en show, la gang de Flore, j'ai vraiment aimé ça. Oui. C'est un parcours que j'aime ce qu'il écrit, mais je me demandais, toi, tu sais, que justement, qui en joue tout le temps, puis qui exact. Tu baignes là-dedans depuis tellement d'années. Je me demandais ta perception de ça. Mais c'est sûr que c'est parce qu'en plus tu tombes à un drôle de moment dans mon cas, parce que moi je suis en plein les pattes dans l'enregistrement de tout l'intégral de Philippe Glass. Bon, donc moi je suis avec le père de ce type de musique-là. Puis on a parti du début, on a fait 2 volumes, puis on s'embarque dans le 3e volume. C'est les dernières œuvres qu'il a fait récemment. Puis moi je vois l'évolution de l'écriture à travers ça, quelque chose qui peut sembler simple. Justement, tu prends son 2e quatuor, c'est assez simple. Là, tu prends les derniers, c'est weird. Puis il continue à pousser un peu cette esthétique-là. Ben moi, c'est sûr que c'est difficile d'exciter ma tête là avec de la musique. Moi, j'en ai tellement joué des affaires bizarres que il faut me challenger un peu là, tu sais. Donc pour ça, mais je reconnais quand même. Je reconnais l'excellent travail de Flore Laurentienne, puis aussi, je suis content de voir qu'il y a un intérêt pour ce type de musique-là, parce que, tu sais, c'est bien exécuté, il y a des bonnes idées, puis apparemment, moi, je l'ai pas vu en show, mais apparemment, c'est très bien. Ouais, c'est vraiment, moi, c'est là que j'ai vu justement dans une église en show, c'est là que, c'est un peu ça que tu souhaiterais peut-être essayer d'explorer dans ton écriture? Non, pas ça comme tel, mais juste être un peu plus libre être un peu plus libre en écrivant, de développer ce réflexe-là d'écrire, puis que ça soit quelque chose qui soit pas, parce que là, je le fais, je peux le faire. C'est laborieux, c'est long. Des fois, quand j'écris de la musique, par exemple, pour un documentaire ou pour un cours, il faut que j'écrive des trucs, exemple, pour des cordes. Mais ça me prend vraiment, des ça heures. Prend du temps. Ça prend du temps, c'est long, puis il faut que je vérifie, puis c'est correct, ça fait partie de la game, mais mais c'est un long processus, puis d'ailleurs, est-ce que je peux te féliciter pour ce disque-là, des intégrales de merci, Glass? Bien non, fait. Mais vraiment, c'était dans moi, c'était dans mes trucs que j'allais recommander aux gens d'écouter. Non, vraiment, moi, je l'ai écouté, beaucoup. J'ai écouté beaucoup de nouveaux ces dernières semaines. Il est fun. Puis honnêtement, c'est fou, mais je connaissais pas tant que ça, Philippe Glass, un peu. Pour moi, c'était comme un peu, pas cliché, mais c'était un truc très particulier. C'est cliché. Il est cliché à lui-même, en plus. Puis, mais à coup pas dans le sens que j'avais pas digué tant que ça, plus que ça. Ouais. Puis là, je me suis lancé dans ces quatuors à cause de vous, là, puis je fais juste comme un petit peu. Mais c'est cool que tu as fait ça parce que, mettons, le premier volume, les gens, son premier quatuor, c'est super aride, il était étudiant fini. 2, 3, 4, ce sont toutes des œuvres qui étaient pour des raisons, qui accompagnaient un autre médium. Le 2e, c'est une pièce de théâtre. Le 3e, c'était un film. Puis le 4e, c'était... Je pense un show de danse. Je savais pas ça. Ouais. C'est pas été inventé. Ça c'est écrit juste. Ça, c'est le premier volume. Alors que le 2e volume qu'on va sortir, le 5e quatuor qui ouvre, il a fait, OK, je tasse tout. Musique de concert. Sérieuse, qu'on écoute. D'ailleurs, je pense que c'est mon préféré. 6e, même chose. Et là, après, il a fait, je vais retourner finalement le 7e, c'est pour un spectacle de danse. Et là, son prochain volume, c'est de la musique de concert. Tu sais, il y avait comme, au début, dans sa vie, il a fait beaucoup de musique pour accompagner diverses
divers projets. Tu sais, donc même des poèmes de Cohen, il a fait une espèce de projet à Toronto. Est-ce que tu tapes Léonard Cohen, Philippe Glass, c'est une super belle œuvre qu'il a écrit. Wow. Il a fait toutes sortes de trucs, mais quand il s'assied, il décide de faire de quoi? De concert. Là, j'avoue que mon attention est plus particulière parce que il met tout sur l'interprète, il donne beaucoup de responsabilités. Expressive. Ça, j'aime bien ça. Bon, tu sais, c'est sûr que c'est le fun de mettre ses pattes dans l'œuvre entière d'un compositeur. C'est quelque chose que j'aime faire, là. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Mais, dans ce cas-ci, ouais, Philippe Glass, c'est trippant. Puis le disque, tu sais, j'écoute beaucoup de musique classique ces temps-ci, puis je trouve que le disque est vraiment au niveau du son, de l'interprétation, c'est vraiment l'église beau. Saint-Augustin à Mirabel, c'est la meilleure place. J'étais là. Mais tout le monde s'arrache à dire que c'est l'église dont tous les musiciens classiques vont. Mettons, t'écoutes Atma, à peu près l'intégrale des œuvres de tous les albums d'Atma sont enregistrés là parce que, écoute, il y a plus de service religieux là-bas, là. Même qu'à un moment donné, il était question qu'ils vendent l'église, c'est presque une tragédie parce que c'est un des meilleurs endroits pour enregistrer du classique, la sonorité. La réponse est juste correcte. Wow. Juste correcte. Tu joues, ça se perd, mais étrangement, les micros l'attrapent au bon moment. C'est comme mystérieux un peu, cette place-là. Moi, j'en ai fait tous les disques avec Molinari, pratiquement, on les a tous faits là, puis c'est vraiment un bel endroit. Donc, félicitations pour ça. Ouais. Merci, ça me fait penser. Allons à la prescription. Yes. Alors, Joseph. Oui. Qu'est-ce que tu as pour moi? OK. Moi, cette année, ça a été... j'ai 2 propositions musicales d'ici, parce que c'est important, je trouve. Oui, j'en avais 3. La première, je l'ai faite, c'était ton disque sans vouloir être têteux. Là. Correct, je l'ai vraiment aimé. C'est pour vrai, c'est pas du... Tu sais, c'est pas de la flagornerie. Je vais le prendre. Prends-le, s'il te plaît. C'est une belle chose que vous avez faite. Moi, j'ai beaucoup écouté... je sais pas si tu l'as entendu, toi, le dernier album de Elena Deland. Est-ce que tu connais ça? Ça me dit rien, en fait. Mais voyons donc, toi. Elena Deland. D-E-L-A-N-E? D-E-L-A-N-D. Deland. Je connais pas. Ok, elle est vraiment extraordinaire. Ok. C'est une auteure, compositeur, interprète qui vient, je crois, de l'Ouest du Canada. Okay. Qui s'est établie ici depuis un certain temps. Ça fait longtemps qu'elle œuvre ici. Elle a sorti un disque cette année qui s'appelle Good Night Summerland. Ok. Et c'est absolument magnifique. Moi, j'ai vraiment adoré ça. T'as collaboré avec? J'ai jamais collaboré avec. Okay. Je serais vraiment gêné de l'aborder, mais j'ai beaucoup d'admiration pour son écriture, justement. Je prends ça au niveau des textes que toute la musique, c'est vraiment beau. Aussi une autre personne que j'ai croisée, avec qui j'ai jamais collaboré, mais que je trouve vraiment intéressante, qui s'appelle N. Nao. Je sais pas si tu le vois. N. Nao. Ouais, c'est une autre jeune, un peu plus jeune, elle, que Elena. Puis là, je cherche le nom de son disque. Ça s'appelle L'eau et les rêves. Je connais pas non plus. C'est un peu, tu m'amènes vraiment des nouveaux trucs, là. Ben, okay. Ouais, mais si ça t'intéresse, tu iras voir. C'est assez intéressant. Puis je connais quelques musiciens qui ont travaillé, le Sam Gougou en question, qui a travaillé avec nous sur le mini-album avec Claude, travaille aussi très proche avec N.O. Et c'est assez intéressant. C'est textural, mais en même temps, c'est de la chanson, mais il y a tout un côté expérimental. Elle travaille avec des bandes magnétiques, des tapes. Tu sais, c'est une Mon Dieu, puis elle est ici, là. Elle est ici, ouais. L'eau et les rêves, puis elle avait fait un micro-album qui s'appelait La plus belle chose. Voilà. Et un autre album aussi qui s'appelait Nature morte. Mon Dieu, puis un autre, jamais pour toi. Voyons, ça fait 4 albums. Ouais, okay. Ouais. Puis vraiment, Elena Deland va voir aussi, ça vaut vraiment la peine. C'est une grande, à mon sens, là, c'est une grande écrivaine de chansons. Auteur de chansons. Ouais. Cool. Ouais, vraiment. En télé, moi, j'ai quelque chose de plus léger. Je viens de terminer la dernière saison d'une émission qui s'appelle Si on s'aimait. OK. Tu connais pas Si on s'aimait? Attends, je pensais qu'on allait bander là-dessus. Je pensais que t'allais dire oui, j'ai regardé ça, c'est tellement cool. Un instant. C'est sûr que c'est... On va faire prise 2. C'est une télé-réalité? Oui. Ah non. Il faut que t'ailles... Non. S'il te plaît, frère. Non, moi non plus. C'est pas un truc. Mais là, je vais s'embarquer là-dedans. C'est délectable. Puis là, c'est controversé parce que... Si on s'aimait est un docu-réalité qui suit des femmes et des hommes entre 30 et 60 ans qui souhaitent vivre une expérience relationnelle unique. Ça va, Joseph?
Non, mais pour vrai. Puis là, c'est controversé parce que à l'animation, on a notre cher Guillaume Letierge et Émilie Bégin, que je vois qui est aussi impliqué qui est sa là-dedans. blonde, et eux se positionnent comme téléspectateurs. Fait qu'ils vont manger du popcorn, puis boire du vin, puis des fromages, puis tout ça, en regardant, nous, la télé. Puis là, sinon, c'est une psychologue ou c'est une sexologue, Louise. Oui, Louise est là. Ouais. Louise est là. Oui, attends. Louise Sigouin. Oui, puis c'est intéressant parce que Louise Sigouin est pas psychologue, et puis à suite à la première saison, elle a eu des problèmes parce qu'elle se présentait dans ce show-là comme étant une psychologue, mais c'est une sexologue. Mais c'est passionnant pour ceux qui ont rien à faire pendant les fêtes ou qui ont vraiment du temps à tuer. La première saison est terminée. Là, on est rendu à 4. Moi, j'ai écouté 3 et 4. J'ai pas écouté 1 et 2 encore, mais j'y vais par ordre décroissant. Je veux pas être plate, mais Marie-Josée et Julien ne sont plus ensemble. C'est ça que ça dit dans un article du sac de chips. Non, mais pour vrai, c'est des gens, là, je vais te dire ça, c'est des gens de la vie quotidienne et qui ils veulent rencontrer l'amour, mais pas dans un sens ils veulent travailler sur eux-mêmes. D'accord. Tu sais, ils se rencontrent, puis là c'est des dates puis des consultations avec la sexologue / pas vraiment psychologue. Pis... Ouais, mais ça je pense que il y a un show américain qui était là-dessus justement. Où est-ce que je me souviens plus le nom, mais il y a quelques années ça avait commencé justement où est-ce que tu vois des rapports humains. Mais bref, c'est tous des gens qui veulent s'améliorer devant une caméra. C'est ça que tu me dis. C'est ça que tu me dis. C'est ça. Bon, tu viens de complètement tuer le show à mes yeux avec une phrase. Oh my God. C'est un petit plaisir croustillant. Ouais. C'est mais sûr. est-ce que t'as appris des choses? Écoute, moi, j'ai écouté ça avec quelqu'un avec qui je partage une intimité, là. OK. Puis, ça nous a fait beaucoup parler, puis on s'est rendu compte qu'écoute, finalement, on faisait pause souvent. Puis, il disait, toi, comment tu te sens dans ces situations-là? Puis, oui, c'est vrai, moi aussi, des fois, j'ai de la misère à prendre des compliments, tu sais, ou fait que je sais pas, il y avait quelque chose d'un peu instructif là-dedans. Peut-être je me suis dit, peut-être que Fred, lui, ça y ferait du bien aussi. C'est pour ça que je te passe ça, là. Puis aux gens à la maison qui nous écoutent, là, peut-être que il y a quelque chose à aller chercher là. Mais oui, puis il y a toutes sortes de rebondissements. Écoute, des fois, ils se chicanent, là, puis tout. Oh mon Dieu. Devant une caméra. Des grosses chicanes. Oh wow. Oh oui. Ça a l'air à te plaire, le bout des chicanes? Oui, ça me plaît. T'écoutes des téléréalités! Et celle-là, je l'aime. Quelle autre t'écoutes? OK, je dois avouer Selling Sunset. Oh my God, t'écoutes ces affaires-là? Ben non, mais juste comme ça. T'as le droit. Il y en a une qui, récemment, c'est avec des Parisiens, là. OK. Ouais. C'est pas pire. Oh, la chambre des maîtres. OK. Tu jouerais-tu dans une télé-réalité? Ouais. Sans blague, tu le ferais? T'embarquerais? Moi, je sais pas. Ben oui, moi, j'aime ça. Tu sais, je pourrais, je suis T'aimes game. Je suis un gars game. Ah ouais, oui. Je pourrais, comme, essayer des affaires. Ça me dérange pas. Non, télé-réalité? Aïe, aïe. Ouais. Moi, à un moment donné, ma sœur m'avait inscrit à, c'était quoi la télé-réalité? Pour vrai? Oui, attends, comment ça s'appelait? Love Story. Non! Ouais. Toi? Elle m'avait inscrit, tu sais, on niaisait là-dessus, puis là. La voix du loft, là, puis tout. Ouais, c'est ça. Puis là, on avait envoyé l'inscription. Puis Fred, et puis là, on dit ça à ma mère, on trouvait ça tellement drôle. Elle n'avait pas été contente de ça. Puis, moi, si mes enfants, c'est... Non, mais elle dit, si tu vas là, tu sais qu'on jasera plus, là. C'est... Ben voyons, maman, Fred Lambert. Non, Fred, écoute, même voyons chose pour moi. donc. C'était heavy, Love Story, quand même. C'était les débuts, on connaissait pas trop les conséquences d'aller dans ces éditions-là. Mais c'était, écoute, tout le monde écoutait ça. Tu te rappelles? Tout le monde écoutait ça. Moi, je suis tanné rapide. Ça te parle pas, les téléréalités. Mais c'est correct. C'est parce que c'est... J'en ai parlé ici, justement, il y a pas si longtemps avec Sonia Cordeau, tu sais, puis l'affaire qu'on dit, c'est un magnifique portrait de la société. Non, c'est pas vrai, c'est pas toute la société qui veut être devant une caméra puis faire leur vie un spectacle, tu sais. Pour moi, c'est pas vraiment un portrait, c'est un portrait d'une certaine réalité où les gens veulent être connus.
Ou le désir d'être connu versus une relation complexe avec eux-mêmes et les autres est mise en premier plan. Ben, moi, ça me crée, ça me met des boutons un peu parce que évidemment, je pense comme tous les êtres humains que je regarde cette affaire-là, je m'imagine si c'était moi qui étais là. Puis ça me fait capoter. Moi, en fait, la meilleure émission de télé-réalité que j'ai vue, c'est bien dommage qu'il l'ait enlevé. Je l'avais écouté une fois, il y a très longtemps. C'est tout le temps parce que j'ai pas le câble. Quand je vais chez mes parents, eux, ils ont le câble, puis là, j'avais allumé, puis c'était, c'était les nudistes, là. C'était du monde qui cherchait une blonde, un chum, ils allaient dans ils ont jamais fait de nudisme, puis ils vont là, puis là, ils se rencontrent tout nus. Tout ça, ça a pas duré longtemps parce qu'il y a eu, apparemment, non, c'était québécois. C'était québécois en plus. Non. Puis là, il y a eu des problèmes. Puis il y avait un gars, un fermier, il fait, ouais, puis il est tout nu. Mais tu sais, c'était blurry, tu voyais pas. Ok, tu voyais pas les chiens. Oui, c'était, il dit, ouais, j'avoue que c'est un peu spécial d'être ici, mais bon, il faut trouver l'amour. Là, j'étais, oh mon Dieu, écoute, je me sentais tout croche. Puis ça, c'était plaisant. Ça, c'était plaisant parce que ça allait tellement loin dans ne pas me sentir bien que c'était agréable. Mais au-delà de ça, c'est difficile la télé. Mais en même temps, regarde, ma sœur est une grande consommatrice de ça, puis elle adore, puis elle me l'explique comment ça, justement, le sunset selling sunset. Ouais. Elle capote là-dessus. Là. Elle aime ça? Elle adore ça. C'est horrible en même temps, d'une certaine façon. Tu sais, c'est les deux. Moi, je veux dire, même à la limite, c'était quoi, voyons, le gros, là, animé, le gros show télé-réalité qu'on avait au Québec, là, de moi, là. Pas de musique, là. On parle juste de gens qui veulent se rencontrer, les gars, les filles, chacun dans leur maison, là. Mais c'est pas ça? OD, Occupation Double? Oui, OD. Ah, on parlait de quoi, là? OD, je disais OD. Occupation Double, ouais. Excuse-moi, je t'avais parlé des initiales. Non, je pensais que tu parlais de... Love Story tantôt. Oui. Ouais. Okay. Ouais, Occupation Double, ça. J'écoute ça, puis je suis comme... Je suis gêné, des fois je vais me cacher en arrière du divan, des fois il faut que je sorte de la pièce, puis ça va écœurer les gens avec qui je l'écoute. C'est vraiment c'est compliqué cette émission-là. Fait que c'est ça, c'est Amour Reine, puis la raison pourquoi si on s'aimait, je sais pas, c'est parce que dans celle-là, je suis juste complètement embarqué. OK. Je suis complètement embarqué. Ça m'a, tu sais, puis oui, je lis des livres, j'aime ça écouter des bons films, puis oui, puis j'en consomme de la vraie culture. Ouais, mais celle-là t'as touché. Hey, j'apprécie. J'ai aimé ça. J'apprécie je suis rentré. Non, j'apprécie ton honnêteté. Sois pas gêné. Ben non, je suis pas gêné. Je ris un peu parce que je m'attendais pas à ça, toi. Non, mais tu sais, puis j'ai fait qu'est-ce que j'ai consommé moi comme culture, mettons dans les 4 derniers mois, puis ça en fait partie là, ça. Là, c'est des heures et des heures. Des heures. C'est des heures d'investissement. Mais qu'est-ce qu'il fait, Guillaume Lavie-Vierge? Tu dis, il mange du popcorn puis il regarde l'émission avec toi? Avec sa blonde et avec moi. Eux, ils commentent. Ils commentent. Ils font, là, c'était pas le fun, je sais pas ce qui va se passer, mais là, j'écoute, j'écris, mon Dieu, ça va s'en aller où, cette affaire-là? Puis là, sa blonde fait, ben non, mais là, je sais pas. Donc là, t'as deux rapports. T'as la réaction du couple qui est devant avec le psy, whatever. Ouais. T'as la réaction d'un autre couple extérieur qui regarde. Puis là, t'as ta réaction par rapport à tout ça. Absolument. Wow. Puis belle confusion. Puis là, tu les vois, ce couple-là, aller sur des dates, faire des activités. Puis là, ils se présentent leur famille. Puis à la fin, il y a même une cohabitation, que ça ait fonctionné ou pas. Il y a une cohabitation un peu comme obligée, à genre, là. OK. Fait qu'ils vont vivre chez l'un, chez l'autre. Ils mais là, présentent toi, leurs enfants. Tu disais que au cours des derniers temps, tu as observé tout ça avec quelqu'un avec qui tu partages certains sentiments. Ouais. Mettons que cette personne-là avec qui tu as des sentiments est plus dans le portrait. Ouais. On peut t'inscrire à si on s'aimait. Écoute, honnêtement, est-ce que tu me donnes la permission de dropper ton nom si, mettons, une fois de temps en temps, je te texte, tu me fais « Ah, on n'est plus ensemble », moi, le lendemain matin, c'est envoyé. Je sais pas si, écoute, est-ce que j'irais jusque-là, Fred? Je le sais pas. Ça, c'est beaucoup, là. Tu regarderas le show, là, puis on s'en reparlera. C'est beaucoup, ouais, c'est ça. Ben, t'as 2 enfants aussi. J'ai 2 enfants. Ils vont l'écouter. Quand ils vont leur prendre des nouvelles de papa, ils vont dire, ben, écoute la télé, écoute, il est là. Non, mais ils sont impliqués dans le show, les enfants, souvent, en plus. Non. Ben oui. Oui, ils se présentent leur famille. Ils font ils demandent aux enfants de faire des dessins des enfants de l'autre famille pour que, tu sais, ils mettent ça sur le frigo, puis non, c'est cute. Okay. Non, ça y va loin, là. Ouais.
C'est populaire, ça? Je pense que oui. OK, Ouais. OK. Je pense qu'à la maison, je pense que vous êtes beaucoup présentement à écouter Si on s'aimait. Hey, c'est triste, hein, quand même. Je suis... Ben oui, vrai, voyons! Moi, j'étais sûr que j'allais te parler de Si on s'aimait, tu allais faire « Hey, Joseph, parle-moi-en pas », puis qu'on allait... Ouais, mais ça signifie que t'as le câble. Je n'ai pas le câble. Mais quand je tu n'ai même l'écoutes? pas la télé. Je l'écoute sur mon ordinateur en rattrapage, sur OK. TVA. C'est sur TVA, je Ouais, pense. c'est TVA, ouais. Ouais. Fait que je vais là, puis je suis comme, tu sais, dans Écoute mon ton laptop, truc. dans le lit, là. C'est une émission parfaite pour le lit, laptop, le soir. Ah, l'émission de table de chevet, là. Oui, Ouais. tout doux. Oui, oui. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, oui, là, des fois, j'écoute des affaires, puis je lis des choses qui ont plus de... de viande après l'os, disons. Non, c'est correct. Mais ça... C'était marquant cette année. Ouais, ça m'a touché. T'as-tu quelque chose d'autre pour terminer? Non, je pense que je vais finir avec ça. Ouais, mais moi, parce j'aime que ça. On finit avec quelque chose sur on finit avec l'amour. quelque chose. Ben oui, c'est l'amour. Ouais. Ben oui. Bonne caméra. T'es heureux? Oui, je suis heureux. Ben ouais. Ouais. Mais ma fille a 17 ans. Je sais. C'est fou, là. Ouais. Puis elle s'en va dans ton milieu à toi, le frère. J'ai envoyé un message d'ailleurs. J'ai dit que n'importe quand qu'on allait prendre un café, en discuter, que ça se pose des questions. Ça me touche que tu dises ça parce que moi, je sais pas, j'étais comme inquiet pour elle dans toute cette perfection. Absolument. J'ai trouvé, puis tu sais, je l'aime tellement, ma belle Simone, puis je veux juste qu'elle soit bien, puis oui. Puis c'est ça, puis des fois je la vois évoluer là-dedans, puis ça vous fait fou la pression qu'ils se mettent ces jeunes-là. Ben non, c'est oui. Hein, puis c'est fou. surtout aujourd'hui là. Surtout aujourd'hui, on dit c'est weird hein, parce qu'on a tellement travaillé je pense socialement tout le monde travaille fort à dire faut pas se mettre de pression, puis on dirait plus on le dit, puis pire c'est pour sur les jeunes générations. On est dans un moment il y a pas de bullying, on n'a plus le droit de faire du bully à l'école. Super. On dirait que il y a plus de bullying, correct. On dirait que les gens à la place, ils ont transformé ça en méga pression sur eux-mêmes. Au lieu d'en avoir de l'extérieur, ils l'apprennent, puis ils se l'inventent, puis ils se la mettent personnellement. Moi, au moins, quand j'étais jeune, je me faisais taper dessus, mais le reste, j'avais aucune... Donc, je me faisais tellement boulier que ça, c'était mon stress. Après l'école, j'avais pas de stress, je pensais pas, je voulais juste pas me faire taper dessus. Mais tu vois, des fois, c'est de déplacer un mal ailleurs, là, tu sais. Ouais. Est-ce que je suis en train de dire pro-bully? Ouais! Non, c'est pas ça. Non, mais ça serait le fun qu'on trouve une balance de... Justement, par rapport à ça, tu sais, j'ai toujours l'impression que tout le monde fait un effort à ce qu'on stresse pas nos jeunes, mais c'est tough, hein. Ils le font eux-mêmes. C'est tough. Puis tu sais, moi, puis pour en revenir à plus son milieu à elle, la musique classique, ben c'est une façon d'apprendre avec laquelle je suis moins familier avec cette façon-là. Ouais, il y a une immense rigueur. Tu sais, je suis allé ça m'a vraiment frappé, mais je suis allé dans une espèce de petit concert au conservatoire où je suis allé l'entendre jouer quelques pièces, c'était super le fun, tout ça, puis mais l'espèce de décorum, en tout cas, on dirait qu'il y avait comme un petit côté foufou en moi qui avait envie de renverser une chaise à terre, tu peux crier, puis mais non, c'est ça. C'est que, contrairement justement à ce que, comme t'as fait, tu sais, t'as lâché l'école, t'as commencé à travailler tout de suite, en musique, tu peux pas. Je connais personne qui a lâché l'école puis une carrière en musique classique. C'est ça. Ça n'existe pas. Il y a des classes, il y a un parcours obligé, carrément. Faut que tu fasses tes classes. Faut que tu ailles apprendre tel répertoire. Il faut que tu fasses telle chose. Puis c'est difficile à concevoir, ça, justement, quand toi, t'as une carrière musicale qui est complètement différente, mais, tu sais, elle, dans son cas, c'est la flûte. Bon, mais il faut qu'elle fasse, ce type de sonate, ce concerto, puis les traits d'orchestre, puis tout ça. Donc là, ça devient une montagne un peu, mais c'est beau. Elle est passionnée, elle aime ça. Ouais. Mais qu'elle aille. Vas-y. Qu'elle fasse, qu'elle se trouve là. Elle va se trouver. On lui a acheté sa première flûte, là, professionnelle, là. C'est super. Ben oui, on mange moins un peu pendant les prochains mois. Merci, Simone. Beaucoup de ramen. Beaucoup de ramen avec des brocolis. Mais mon premier alto, le seul alto que j'ai, en fait. Le que j'ai acheté, c'était pas pire, ça. C'est toutes mes runs de journaux de secondaire 1 à 5, là. Celui que je vois là? Ouais. Voyons donc. Ouais. C'était, chez nous, j'ai économisé ça, puis j'ai acheté ça, puis ça, c'était comme tu sais, en plus, j'ai acheté un alto professionnel, celui qui allait me faire gagner ma vie, puis c'est lui qui me fait gagner ma vie, mais tu sais, c'est comme... Depuis tout ce temps-là, c'est lui. Ouais. Ah, c'est touchant. J'étais à Montréal, paf, j'ai acheté ça, puis c'est ça qu'il me fallait, puis après ça, et puis là, on parle pas de l'archet, parce que l'archet, ça, c'est une autre affaire, qui coûte presque le même prix, donc c'est comme... Voyons donc. Parce que moi, j'entends parler de gens qui prennent des hypothèques, là.
pour des instruments. Ouais, ça existe-tu, ça, ou c'est un faux? J'ai des amis qui en ont. Dernièrement, j'ai croisé une fille que je connais qui finissait l'école, qui voulait avoir un son. Tu sais, elle avait pas de violon d'un mécène, donc là, elle voulait un vrai violon. Puis je pense qu'elle a eu de l'aide de ses parents, mais je pense qu'elle a eu une hypothèque de 150 000. Je pense un truc comme ça pour un violon. Ouais, mais tu sais, je veux pas décourager, là, tu sais, moi, je m'en suis tiré à moins, là, quand même. Ouais. Mais tu sais, ça demeure de l'argent, là. Ça demeure... Est-ce que c'est possible de gagner sa vie en étant un instrumentiste classique, mettons, là, tu sais, qui sort de l'école, là, je me mets quelqu'un de 20, 20. J'ai 19 ans, 20 ans, 21 ans, je sors de l'école, je sors de l'université. Ben moi, j'en ai une, là, tu sais, moi, j'avais une étudiante qui a fait son bac avec moi ici, après, elle est allée faire sa maîtrise à McGill, elle est sortie, puis d'ailleurs, tu vois, là, je faisais la tournée avec Pierre Lapointe, j'étais malade, je pouvais pas, il y a un show que j'ai pas pu faire, c'est elle qui m'a sobé. Elle a pas de poste, elle est agent libre, comme on pourrait dire, puis elle vit très bien. Nice. OK. Ça existe. Elle a beaucoup de travail. Je suis content de savoir ça. Oui, ça se peut. En fait, tu vas vivre mieux que quelqu'un qui est en pop. Ah, ouais. Mais tu sais, attends, ça dépend si, mettons, t'es Claude Pelgag puis que t'écris puis t'as des bourses puis là, ta musique, elle joue dans des places. C'est autre affaire, mais je parle comme juste interprète, mettons, comme t'es quelqu'un qui accompagne, mais tu vas gagner probablement mieux ta vie en tant que sub pour des ensembles classiques, oui. Ouais, étrangement. Tant mieux que ça vive. Ben, il y a des institutions qui protègent ça aussi, donc c'est plus réglementé. On va dire, c'est pour ça que ça aide un peu. Anyway. Hey, l'ami, c'est le fun de te voir. Vraiment le fun, Fred. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, puis on se reverra. J'aimerais ça. Yes! Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.